Merci beaucoup, hein, et bienvenue Nicolas sur ce space, pour parler de l'actualité des législatives. Vous nous avez un peu surpris ces derniers jours avec tout ça. Personne ne l'a vu venir, je crois. Donc, Mmh. dans un premier temps, est-ce que tu pourrais, te présenter, nous parler un peu de ce que tu faisais avant ça? Parce que c'est pas non plus la seule actualité que tu as, pour que Ouais. l'audience puisse, savoir, qui parle. OK, bonjour tout le monde. Donc, je suis Nicolas Cantu et j'ai participé à pas mal de grosses, innovations technologiques, par le passé. Et puis, je suis rentré, sur Bitcoin en 2013. J'ai fondé une première boîte en 2015, puis un accélérateur de start-up à Paris à Station F, Gen Accélérateur en 2018. Puis co-host du Paris Motion Week Summit en 2019. Puis on a fait pas mal de choses et depuis 2 ans, j'ai arrêté les activités précédentes pour me consacrer à ForeignKey, qui est une société où voilà, on redéfinit les infrastructures du web sur une philosophie Web 5, même si c'est une étiquette. Et voilà, on développe donc une technologie basée sur des layers de Bitcoin. Et voilà. Puis en octobre, on va lancer une école de formation euh, pour les développeurs sur Bitcoin. Super, bah, merci beaucoup pour cette, introduction. J'ai seulement il y a une sorte de petit bruit de fond, sur ton micro. Peut-être qu'il est mal Ah, branché ou, ça fait une sorte de petit grésillement, ou je sais pas si c'est sur ton téléphone ou, je suis sur le casque. Est-ce que c'est mieux comme ça? non, il y est toujours. Hmm. J'ai pas trop d'options là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça change pas. Mais, bon, si tu peux pas changer, c'est pas grave, on va pas en faire, on va pas, s'éterniser dessus. Je pense de toute façon, tu es audible, on entend ce que tu dis, donc pour Ok, tout va bien. C'est simplement un petit bruit de fond, mais rien de grave. ok. Hem, Très bien, bah, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que, les personnes seront intéressées par ce que tu fais, et donc te suivront après cette interview. Hem, 1 chose, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je viens d'épingler un commentaire que j'ai mis moi-même avec, des liens, donc les liens vers les rediffusions, des épisodes. Il y a déjà plein d'épisodes qui arrivent, enfin qui sont déjà en ligne, et les prochains qui arrivent. Donc là, on a une petite période de mou, mais on reprend, chaque semaine tous les mardis. Et un autre lien, le lien du Discord de Crypto, c'est n'hésitez pas à rejoindre, et si vous écrivez le petit mot de passe secret dans n'importe quel chan, par exemple le chan Blabla, qui est UTXO en petites lettres, ça vous donnera accès à un chan privé, entre bitcoiners maximalistes, qui écoutent l'émission. Heu, donc heu, donc voilà. Voilà pour la petite, introduction de l'émission de Nicolas. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vois déjà d'ailleurs qu'il y a Aurore qui est qui est dans l'audience. Donc, si Aurore veut aussi monter et prendre la parole, ah bah, je vois qu'elle a déjà demandé. Parfait, comme ça fera une double interview. Parfait, parfait. On n'était pas sûr qu'elle puisse venir et puis au final elle est là. Bah, très bien. Donc, Bonsoir. bonsoir Aurore. Hello. Est-ce que tu es disponible pour parler ou tu venais juste, écouter aussi? Ouais, j'ai une petite demi-heure, on va dire. Donc, j'écoute un peu et je peux répondre à des questions. Je peux, voilà, suppléer Nicolas. C'est l'inverse, d'a priori. Je sais. On va inverser les rôles peut-être pour une soirée alors. Mais avant ça, est-ce que Aurore, tu pourrais faire la même chose que Nicolas, c'est-à-dire rappeler un petit peu ton passé, avant de devenir politicienne? Ce que tu fais dans Bitcoin, avant ça? Oui, bah, pour résumer dans les grandes lignes, donc en 2017,
voilà, j'ai tout le loisir d'inventer ma vie professionnelle et donc je crée une association avec des amis qui s'appelle Crypto Lyon pour rencontrer des gens, pour apprendre justement ce que c'est que la crypto-monnaie. Puis je découvre Bitcoin et puis je me commence à creuser le sujet de Bitcoin. Et avec ces mêmes amis, on monte une société qui s'appelle Léonode et qui est devenue un broker Bitcoin. Alors Bitcoin only. Et on fait pas de custody pour nos clients, on est en self-custody. Donc c'est nos clients qui gèrent leurs fonds eux-mêmes. Et donc, ça va être depuis 2019 que j'ai ce broker. Et puis, je donne des cours en école de commerce sur le sujet, donc dans des programmes d'économie ou d'innovation ou de gestion de la donnée ou de management des systèmes d'information, ce genre de choses. Et donc, j'essaye aussi bien d'animer les cours que de les intégrer dans la pédagogie et les programmes. Donc voilà, c'est un vaste chantier. Et puis, bon, bah voilà, comme vous l'avez su, après la dissolution de l'Assemblée nationale par notre président, eh bien, on a décidé qu'il fallait faire monter une candidature. Et donc, ça s'est créé un petit peu comme ça. Donc voilà, c'était sur l'idée de Gritoshi et moi. Au début, presque une blague, mais finalement qui est devenue très vite sérieuse. Et ensuite, c'est Nicolas Cantu qui nous a un peu sauvés parce qu'on cherchait un suppléant et on avait du mal à trouver quelqu'un qui voulait faire partie de l'aventure. Et comme Nicolas, c'est mon homologue, mais normand, donc qui a une entreprise aussi et qui donne des cours. Et donc, ça faisait un joli binôme. Voilà. Bah, merci pour cette introduction. D'ailleurs, Ketoshi, que tu as mentionné, qui est aussi dans l'audience, on lui passe le bonjour. Et donc, oui, une des premières questions, donc peut-être pour rappeler, donc Aurore, tu t'es présentée avec Nicolas en suppléant à la candidature de la place de député pour la 8e circonscription de l'Isère, si je ne me trompe pas. Et Oui. donc, vous avez choisi de vous présenter sous les couleurs de Bitcoin, si on peut dire. Et justement, une des premières questions que je me demandais, c'est comment est-ce que l'idée vous est venue. Donc, j'ai vu ce premier post de Gritoshi, justement, et je me demandais, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est la source de son tweet, ou est-ce que c'était déjà pensé avant et c'est venu ensuite? Est-ce que ça part vraiment d'une blague? Ouais, bah il y avait le premier tweet qu'il a fait. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais oui, il a fait un tweet suite à la dissolution justement. Mais je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais quand on a vu le discours, on s'est posé la question, mais pourquoi fait-il ça? Et c'est en réfléchissant, après on se dit, bah oui, les députés qui vont monter au niveau de l'Europe, ils pourront pas se présenter, donc cumul des mandats. Et tout le monde va être précipité, il va y avoir des chaises vides, il va y avoir, enfin des chaises vides, non, mais moins de candidats, moins de préparation, donc moins de candidats. Et donc on s'est dit qu'il y a peut-être des places à prendre, un coup à jouer, et que c'était intéressant pour mettre la lumière sur Bitcoin dans les idées politiques, puisque justement il n'y a aucun parti pour le moment qui s'est emparé du sujet. Et donc voilà, tout est parti de là. Après, il a fallu réfléchir. On savait même pas si on pouvait candidater. Donc on a réfléchi, on a regardé justement qu'est-ce qu'il fallait pour candidater. On a vu que fallait remplir un ou deux formulaires, donner une pièce d'identité, une carte d'électeur, et puis c'était bon. Donc on s'est lancé et on est allé le dimanche se présenter justement se présenter comme tant candidat. Voilà. Et à quel moment, Nicolas, du coup, tu rentres dans la danse? Est-ce que tu as un peu, est-ce que tu étais dans les backstage aussi, ou, ou tu t'es invité un peu à l'improviste? Non, bah, j'ai vu le post de Gritoshi, puis alors j'avais tenté, bon je m'étais dit déjà depuis quelque temps, bon qu'on pouvait plus laisser la politique en roue libre et qu'il voilà, il fallait aussi bah, s'organiser et puis faire des propositions au moins pour tout le monde quoi, hein. Pas pour les politiques mais pour chacun. Et donc j'ai tenté une expérience à rentrer dans un parti. Bon, ça a duré un jour. Euh, et puis c'est à ce moment-là que j'ai vu le post de Gritoshi. Et j'avais aussi bah, vu qu'il y aurait des opportunités de candidature. Et donc j'ai essayé de mon côté en Normandie. Mais bon, vu les délais, vu les indispos, ceux qui étaient partants étaient à Prague à ce moment-là, etc. J'ai pas réussi en Normandie. Donc parfait, à deux régions, on va faire une candidature. Ils avaient besoin d'un coup de main, j'étais là et je voulais faire pareil. Donc
Donc tout s'est parfaitement aligné, quoi, du coup. Super. Ouais, c'est vrai que la conférence à Prague était. Moi-même, j'y étais et j'ai vu les actualités passer. J'ai vu le tweet de Kritoshi dès l'annonce de la dissolution et je fais ouais, ok, il se passe pas mal de choses, mais je suis. Enfin, voilà, quand on est en conférence, on n'a pas forcément le temps de se poser et de réfléchir à tout ça. Donc c'est que après que d'ailleurs je vous ai envoyé un message, que je vous ai contacté que je vous dis il faut qu'on fasse quelque chose directement et enfin promouvoir et parler de ce que vous faites avec Cryptost. Et merci beaucoup pour cette introduction. Donc pour aller un peu plus précisément et essayer de parler exactement enfin, relayer en fait le message que vous voulez relayer avec cette candidature. On va parler peut-être pas du programme parce que si je me trompe pas, il n'y a pas de programme précis, mais c'est plus basé sur des idées, sur des valeurs, des choses à défendre. Donc là, comme vous êtes 2, je pose des questions à vous 2 et répondez comme ça vous vient. Peut-être le plus naturel, je pense, sera le mieux. Hem, mais donc une des choses, que j'ai particulièrement apprécié dans les premiers tweets de Aurore, c'est, le la phrase comment dire? Une sorte de slogan, où tu disais, «Défendre la liberté et l'inclusion numérique pour tous». Est-ce que c'est quelque chose que vous 2 déjà, partagez? Je pense que oui, mais peut-être pas au final. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, la liberté? Bon, la liberté, je pense que c'est, c'est assez vite résumé, mais surtout l'inclusion numérique pour tous. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un slogan, une sorte d'engagement? Bah, c'est déjà une idée qui nous anime, je pense, dans nos vies professionnelles et dans nos vies, d'êtres humains, d'individus, dans notre société. Donc c'était déjà important pour nous à l'échelle personnelle et ensuite c'est aussi une idée et un principe, lié à Bitcoin. Je veux dire, Bitcoin, c'est aussi, défendre la liberté, voilà, d'être contre la censure, d'être pour l'inclusion numérique pour tous, parce que, Bitcoin, c'est sans permission, tout le monde peut l'utiliser, c'est neutre. Et il y a une forme de liberté, liberté d'expression, liberté de transacter puisque le réseau est non censurable de par sa décentralisation. Donc déjà, quand on est bitcoiner, je pense qu'il y a cette notion-là, qui nous rapproche et je pense que Nicolas aussi partage, cette chose-là puisque en plus, il me semble que c'est lui qui est à l'origine de cette, formulation. Oui, bah oui, oui, bah du coup, je suis assez en phase. Euh, non, bah effectivement, je pense que c'était important aussi, voilà, dans une situation politique un peu chaotique, de dire que bah, tout viendra pas des politiques en fait, mais c'est quand même politique, et donc c'est très important que les gens se sentent libres de faire des candidatures comme on l'a fait et de le prouver par l'exemple, mais aussi de se sentir libres d'appliquer en fait ce qu'ils aimeraient, s'ils aiment être plus résilients, voilà, se sentir plus protégés, plus souverains de leur fonds, de leur vie numérique et, et aussi sur les aspects énergétiques. Il y a un moyen. Ce moyen, les politiques en parlent pas et pourtant la sécurité, l'économie, l'énergie, c'est au cœur, c'est au cœur. Donc ça me semblait important de remettre en avant le fait que les gens sont libres encore de définir leur résilience par rapport à ces sujets-là. D'autant plus que maintenant il y a un formidable outil pour le faire et c'est Bitcoin. Et c'est quelque chose qui appartient bah, à tous ceux qui veulent l'utiliser, quelles que soient leurs idées politiques et leurs intentions politiques. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de programme, parce qu'en fait notre programme c'est bah, appliquer votre programme avec cet outil, quoi. Donc Bitcoin il se rénomise, hein, mais enfin pour tout le monde. Donc voilà, effectivement la liberté c'est quelque chose qui m'anime. La liberté sur la vie numérique c'est vraiment le quotidien de ce qu'on essaye de construire au niveau professionnel aussi. Donc oui, puis ça rejoint des sujets bah, que je travaille, mais je pense avoir aussi depuis des années. Alors, puis pour compléter, on dit: «Oui, on n'a pas de programme». Bon, on a quand même une idée des valeurs et justement Bitcoin et tout son écosystème, tous ses principes, qui viennent justement, constituer la colonne vertébrale de ce que pourrait être le futur d'un programme.
on n'est pas dans une élection présidentielle et on présente une seule candidature, donc on ne vise pas une majorité au parlement. Donc forcément, on ne porte pas un programme, qui est, construit comme, les autres partis, surtout qu'on est sans parti, sans étiquette. Donc forcément, c'est pas la même démarche et effectivement, c'est un peu difficile à comprendre ou à appréhender au début. Mais néanmoins, Bitcoin quand même, c'est, repenser la monnaie. Repenser la monnaie, repenser la politique monétaire, et la monnaie, c'est un puissant structurant de nos vies et de nos sociétés. Donc c'est déjà une colonne vertébrale essentielle sur laquelle, pardon, on a articulé d'autres notions comme la transition écologique et la vie numérique. Et on voit d'ailleurs que ça devient essentiel que des personnes comme nous et puis comme d'autres personnes de la communauté plus tard puissent s'engager, car la loi, elle se fait contre nous. On voit bien, ce qui se passe en ce moment avec Chat Control, on voit bien avec Mika, on voit bien toutes ces lois, qui se font au détriment des individus, de leur vie privée et de leur sécurité sur, internet. Donc oui, c'est sûr qu'il y a pas forcément un programme qui est rédigé. Néanmoins, il y a quand même une belle structure, hem et je pense que c'est aussi une façon d'appeler tout le monde autour de nous rejoindre, pour co-construire ce programme. On va pas parler juste pour nous et on veut représenter aussi des personnes. Et donc, justement, c'est un appel aussi à peut-être juste construire un programme autour de ça, peut-être un programme un peu plus sérieux, mais qui va toucher essentiellement les sujets de Bitcoin. Il y a d'autres sujets, je pense, qui ne nous concernent pas et nous, on doit avoir un discours clair et lisible pour les gens. Et Ouais, je rajouterais peut-être un petit point. C'est qu'en fait, les sujets qu'on aborde avec Bitcoin sont des sujets sur lesquels il y a clairement un manque, intentionnel ou pas, mais en tout cas d'enseignement en France. Il n'y a pas d'enseignement sur la monnaie dans le socle des communs. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'est un euro, il y a de grandes chances qu'il ne sache pas vous répondre. Il n'y a pas d'enseignement sur l'hygiène numérique, hein. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue comment il se protège sur le net, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas grand-chose. Si vous demandez à quelqu'un s'il connaît les modèles économiques autour de la transition énergétique, autour de l'énergie, là aussi, il y a peu de chances voilà, qu'on ait un écho. Et donc, c'était très important de donner Bitcoin comme moyen, mais aussi un moyen de découvrir et de se renseigner sur ces sujets qui manquent dans le socle des communs en France, en fait, et qui se retrouvent après dans les impacts politiques. Donc, l'idée, c'est aussi de solliciter la curiosité et l'envie de se pencher sur ces sujets-là. Voilà, quelles que soient les conclusions après, mais c'est vrai que forger un programme, c'est prendre des partis pris, mais avant ça, déjà, il faut être sûr qu'il y ait des bases communes. Alors, dans la communauté Bitcoin, bah oui, plus ou moins, en tout cas, c'est des choses dont on parle beaucoup. Mais maintenant, l'idée, c'est d'aller ouvrir ces débats-là et de provoquer le fait que ces débats soient posés au milieu de la pièce et qu'ils puissent plus être contournables, en fait. Et ça va être cool parce que sur les panneaux d'affichage, voilà, il y a Aurore en gros avec un gros Bitcoin, un gros logo Bitcoin au milieu des candidats. Le sujet, quand on passe devant dans la rue, il est incontournable. Et, euh, et je pense que c'est aussi voilà, une intention du programme que de solliciter l'envie de comprendre mieux ces enjeux-là aussi à travers Bitcoin, parce qu'il réunit effectivement ces sujets. Mais voilà, en tout cas, pour ma part, je trouvais ça hyper intéressant dans la démarche de rajouter c'est un peu cette provocation à dire, regardez ce sujet, voilà, il est là, il est au milieu, et ça a plutôt marché en fait. Si c'est un des objectifs, ça a plutôt marché parce que on en parle mine de rien, pas mal, et, euh, et on crée le sujet, quoi. Voilà. merci beaucoup pour vos réponses. On a survolé un peu tous les sujets justement que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Donc peut-être qu'on ira un peu plus dans le détail justement. Et donc vous avez rappelé à plusieurs reprises que vous n'avez pas forcément de programme. Malgré tout, donc je vous ai épinglé un lien là de plan B 2024.info, donc qui est votre, je sais pas comment appeler ça, une sorte de résumé de vos idées qui sont très claires et enfin très visuelles aussi. Et il y en a trois principales qui se dégagent. La première, donc celle qui vient tout en haut de la liste, c'est la souveraineté des citoyens.
Hem, est-ce que vous pourriez un petit peu plus, élaborer sur, qu'est-ce qu'un citoyen souverain? Parce que, beaucoup pourraient vous répondre que, ben, un citoyen souverain, c'est quelqu'un qui comment dire? Qui peut choisir, la personne pour laquelle il va voter ou, le parti politique, en lequel il croit ou un programme politique, qui fait sens pour lui. Est-ce que ça fait partie aussi de votre, définition ou pas du tout? Ouais, alors c'est une question quand même, un peu, enfin, c'est pas que c'est complexe, mais c'est que je pense qu'on peut avoir plusieurs définitions de ce que c'est. Chacun, voit sa souveraineté aussi et puis il y a eu, je pense aussi, plusieurs, types de concepts, autour de ça. Néanmoins, un citoyen, il est souverain déjà quand il a sa propre liberté. Alors, le vote, j'imagine que ça fait partie, mais le vote, c'est quand même une caractéristique de la citoyenneté. La souveraineté aussi, c'est, au-delà de la liberté, c'est dans l'instrument monétaire avec Bitcoin, on se rend bien compte que la souveraineté, c'est ce qu'on appelle, nous, avec notre jargon technique, la custody. C'est la possession véritable de son argent. C'est nous qui contrôlons notre argent, qui en sommes responsables, et on a besoin de la permission de personne pour l'utiliser. Et en ça, je pense que c'est la première, en tout cas, moi, de ce que je pourrais dire et par rapport à mon passif de bitcoiner, c'est ça qui m'importe le plus dans la souveraineté. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi, Nicolas. Oui, ouais, complètement en phase avec ça. C'est aussi, bah voilà, ce qui motive, mais parce que la monnaie, c'est quand même assez cœur pour contrôler les activités des gens, et donc, bah, de fait, ils sont moins souverains si leurs activités sont contrôlées. Et surtout, il y a de vrais risques actuellement, avec une succession de lois européennes qui attaquent les libertés du net, mais aussi les libertés fondamentales, hein, même sur le droit des communications avec chat control et autres. Il y a des projets de MNBC qui font extrêmement peur, avec des infrastructures européennes qui sont ni souveraines, ni résilientes, dont les process vont forcément liquer des choses comme aujourd'hui 80% de la population française a ses données d'identité sur le dark web par le fait des fuites des données institutionnelles. En fait, l'État aujourd'hui ne sait pas nous sécuriser dans une ère numérique. Et il faut bien s'outiller pour le faire du coup. Euh, mais comme ça, ce sera jamais accepté, admis, et pourtant c'est un état de fait, il va falloir qu'on se protège des dérives dystopiques où il va y avoir une tendance naturelle à contrôler de plus en plus via les infrastructures numériques les populations sur des systèmes qui ne sont pas maîtrisés. Et, euh, et c'est là où il y a le vrai problème de souveraineté du coup, c'est qu'on va être dépossédé de choix à cause des moyens de la politique qui vont être des moyens numériques appliqués à la monnaie, mais appliqués à plein de choses. Et si on veut éviter ce futur dystopique, à ma connaissance, je ne vois pas d'autre moyen que Bitcoin. C'est-à-dire d'avoir au moins quelque part des fonds sur lesquels les transactions ne pourront pas être scorées, pondérées, arbitrées, contrôlées en fonction de politiques qui ne seront pas des politiques choisies et qui en plus seront biaisées par les infrastructures numériques utilisées. Et donc, pour faire face en fait à cette dépossession de choix basiques du quotidien et même d'accès à des services basiques, je ne vois pas d'autre alternative que de défendre dès maintenant la proposition de Bitcoin de séparer la monnaie et l'État, de séparer la monnaie et la preuve et l'État, parce que aujourd'hui, il va falloir réinventer les institutions dans une ère numérique qui change complètement la sécurité. Et Bitcoin nous apporte aussi un éclairage sur le fait qu'une sécurité par soi-même est possible. On n'a pas forcément besoin de la sécurité apportée par les contrôles de l'État pour tous les sujets. Et ça marche. Et donc voilà, on a des moyens de reconquérir notre souveraineté et d'éviter des dérives politiques, en fait d'être résilient à la politique par des moyens de souveraineté que nous permet Bitcoin. Et voilà. Donc oui, c'est absolument au cœur des intentions, en tout cas pour moi, et, euh,
et sur la souveraineté en général, quoi. D'ailleurs, pour faire écho à ce que tu es en train de dire, il y a récemment, enfin, je crois que c'était hier, eu des leaks d'informations de la Fed. Et donc, le groupe de hackers, il me semblait, enfin, demande une rançon contre, enfin, qui menace de leaker les données en échange d'une rançon, quoi. Vas-y, Aurore, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, mais justement, c'est pour faire le lien avec le sujet. C'est parce que notre candidature, elle affiche ce désir-là de protéger, de défendre les intérêts financiers et la vie privée de chacun. On parle beaucoup de souveraineté individuelle parce que c'est notre bagage et c'est ce qui nous fait nous présenter aujourd'hui sur la scène politique. Mais il y a quand même aussi cette idée d'aller vers une souveraineté pour notre État. De pouvoir justement apporter Bitcoin comme une solution à cet État, une solution monétaire, donc justement de changer aussi le statut juridique de Bitcoin qui quand même faciliterait énormément les choses pour les porteurs, notamment justement sur la fiscalité par exemple. Il y a quand même beaucoup de choses. On a aussi beaucoup parlé, même je vois dans le dernier, il y a eu un talk avec Gilles Cadignan et Claire Balva, justement, où ils ont énormément reparlé de mining. Et c'est vrai que ça serait intéressant quand même d'avoir des organisations, et en tout cas peut-être même un État qui mine. Et au-delà de ça, il y avait quand même la démarche aussi en Suisse de notre ami Yves, qui réserve fédérale, leur banque centrale puisse posséder du Bitcoin en plus que de l'or. Et donc, ça serait intéressant aussi au niveau d'un État, même pour le nôtre, hein, qu'on puisse avoir des réserves en Bitcoin et ça pourrait garantir notre souveraineté au niveau de l'État également, parce qu'il y a plusieurs échelles et ça pourrait aussi nous protéger contre des risques de crise économique, des risques de faillite d'État, etc. Donc, la question qu'elle est... Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois pas le... Enfin, il y Oui. a un petit bug d'affichage. Ok, parfait. Euh, la question que j'allais vous poser ensuite, c'est qu'est-ce que vous proposerez justement pour redonner une souveraineté aux citoyens? Donc, vous avez, enfin, Aurore, tu as rapidement mentionné potentiellement revoir la fiscalité de Bitcoin, potentiellement intégrer du Bitcoin dans les réserves de l'État. Est-ce que vous avez d'autres idées comment dire, de lois que vous pourriez faire passer? Est-ce que ce serait faire passer Bitcoin en tant que monnaie légale? Est-ce que ce serait de faire passer l'euro sur une sorte de réseau, pas de blockchain, mais de réseau plus transparent, euh, ou autre chose? Est-ce que ce serait de prendre exemple sur le Salvador? Qu'est-ce que vous feriez euh, si là maintenant vous étiez au pouvoir, admettons? C'est sûr que de donner le statut monétaire à Bitcoin, déjà, ça serait le premier point le plus important, je pense. Après, on s'emballe un peu, mais je candidate pour des législatives et c'est pas du tout. Même si on pouvait proposer des lois, il faudrait quand même réunir un certain nombre de conditions avant d'apporter un tel projet. Et donc, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour réellement, mais le fait qu'il y ait cette initiative et qu'il puisse en appeler d'autres et peut-être progressivement infiltrer d'ailleurs avec ces idées-là plusieurs niveaux administratifs de l'État et plusieurs instances gouvernementales, peut-être nous mènerait à un jour à voir au plus haut niveau, au niveau présidentiel, ministériel, ces considérations-là. Bon voilà, on a le droit de rêver et en tout cas, moi je suis de ceux qui pensent que si on n'agit pas, ça ne viendra pas. On ne peut pas espérer que quelque chose tombe du ciel, il va falloir travailler pour. Ouais, si on prend l'exemple je sais pas, d'une loi, par exemple, le Frexit, c'est une minorité des politiciens qui en parlent aujourd'hui, mais parce qu'il y a une minorité qui en parle, quand c'est le président qui vient sur un plateau, on lui pose la question de qu'est-ce qu'il en pense, et cetera. Donc j'imagine qu'à terme, ça pourrait faire la même chose avec Bitcoin. S'il y a même 1 ou 2 députés qui sont sous les couleurs de Bitcoin, sûrement que le débat surgira aussi dans les débats télévisés les plus regardés. Bah, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, mais tout comme les résultats de l'étude de KPMG et de l'Ipsos qui avait été commanditée par l'ADAN, ce sont des résultats qui ont été très publiés et qui ont fait parler d'eux. Et c'est vrai on en discutait aussi avec Gritoshi, le fait, la démarche qu'on a vue aux États-Unis avec Jimmy Song qui a demandé à tous les sénateurs américains quelles étaient leurs positions
justement vis-à-vis de Bitcoin. Et je pense que ça, c'est des actions de lobbying qu'on pourrait mener même sans forcément avoir une organisation politique, hein. Peut-être que des personnes pourraient être justement représenter ce genre de démarche et de demander les positions des politiciens justement sur Bitcoin. Et ça pourrait justement ouvrir le débat, ça pourrait les forcer à se positionner et ça pourrait montrer à l'électorat, bah, si vous voulez voter par rapport à ce sujet-là, voilà vers qui vous tournez, par exemple. Ça peut être aussi un moyen d'amener le sujet sur la table. Et si les politiciens voient, et je pense que ça serait bien qu'ils le perçoivent quand même, parce qu'on le voit qu'aux États-Unis, c'est un sujet électoral. S'ils le perçoivent aussi en France, ça, bien évidemment que Bitcoin viendrait faire son entrée dans les débats. Alors, moi, j'aurais une stratégie complémentaire. Ce serait de pas du tout faire confiance aux politiciens sur leur position, et pas forcément faire confiance au système euh, de mise en place des lois issues des propositions, on va dire directement des discussions ou des lobbies, etc. Mais je suis plus, enfin voilà, en complément, moi la stratégie ce serait plutôt de forcer des lois par l'adoption en fait. Et du coup, d'aller pas expliquer Bitcoin aux politiques, mais de diffuser Bitcoin le plus largement possible pour qu'il soit suffisamment compris pour être adopté. Et cette adoption, en fait, elle fera le travail. C'est-à-dire que cette adoption, elle va demander un contexte d'exécution plus pratique. Et, euh, et comme ça va impacter les commerçants, les habitants, les journalistes, ceux qui utilisent Internet, ceux qui doivent payer sur Internet et qui demain, ça va devenir assez compliqué avec les systèmes actuels. Ceux qui ont des entreprises et qui doivent travailler à l'export, mais à l'export, payer dans une monnaie étrangère, et ben, on va dépendre du système monétaire en fait du pays d'en face. On a besoin d'un terrain neutre. En fait, toutes les contraintes qui vont être en fait assouplies par l'usage de Bitcoin vont faire que mécaniquement la société civile aura besoin d'un contexte légal plus ouvert et aussi pour des raisons de sécurité de base. Et donc, voilà, je pense plus à cette pression-là de l'adoption qui va provoquer les lois, même si c'est plus long et plus flou dans le déploiement, on va dire, plutôt que parce que voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 7 8 ans qu'ils sont tous bien informés. Euh, S'ils veulent pas comprendre, c'est qu'ils veulent vraiment pas comprendre. Et voilà, je suis un petit peu plus sceptique sur le rapport énergie-résultat d'aller solliciter les partis politiques et un petit peu plus confiant sur le fait qu'il y a de bonnes raisons que Bitcoin existe, il y a de bonnes raisons qu'il soit adopté, et du coup, il y aura de bonnes raisons à favoriser son usage courant, en fait. Voilà. De toute façon, c'est un peu ce qu'on voit, enfin aux États-Unis, Donald Trump s'est un peu emparé du sujet. Bon, ça fait déjà plusieurs années où il avait lancé sa collection de NFT et donc là, forcément, il s'en est servi pour sa campagne et on voit que tous les politiciens s'en emparent. Bon, il y a Biden qui, lui aussi, s'est positionné dessus. Après, il y a le 3e candidat, même si, on lui donne assez peu d'intention de vote, c'est, Kennedy, Robert Downey non, ça c'est un autre Robert Downey Jr. Non, c'est Robert, je sais plus quoi, Kennedy, qui lui aussi voulait, mettre, tout le budget du trésor états-unien, sur une blockchain. Hem, j'ai un peu donc de toute façon les gens vont enfin les politiciens vont s'emparer du sujet. Oui, puis il y a le sujet de l'énergie, hein. Le sujet de l'énergie qui commence à être de mieux en mieux compris par les industries, et les industries pèsent énormément sur les politiques. Euh, alors, il y a des milliers de cas, mais bon, c'est l'occasion d'en évoquer quelques-uns. Euh, les boues d'épuration, voilà, c'est de la matière organique. Aujourd'hui, elle est très mal méthanisée, elle est à perte, et on ne transforme pas parce qu'en fait, le coût de l'énergie pour chauffer soit les cuves de la méthanisation, soit l'eau chaude qui va permettre de la thermocompression, euh, le coût de l'énergie en fait fait que les process industriels sont pas poussés du tout à ce qu'ils pourraient l'être. Sauf que quand on transforme le modèle économique sur l'énergie, quand on arrive à avoir des synergies où la chaleur des machines va chauffer des cuves et que l'eau chaude qui sort à 70 degrés
des machines, et ben déjà il n'y a plus que 30 degrés pour monter à 100 degrés sur thermocompression. On a des nouveaux procédés industriels qui arrivent et qui transforment complètement en fait le modèle économique. Alors ça peut c'est le cas pour les stations d'épuration, mais c'est le cas aussi dans énormément de cas. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec un agriculteur euh, qui a des panneaux photovoltaïques, qui a des coopératives. Les coopératives ont du mal à accéder au crédit. Les coopératives ont besoin de s'organiser entre elles au niveau financier. Ils ont besoin. En fait, il y a des tas de problématiques euh, auxquelles aujourd'hui il va répondre à la fois le mining pour eux et à la fois même Bitcoin en tant que monnaie et d'être souverain justement sur d'être leur banque en fait. Et il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres cas où l'énergie, elle est au cœur des activités industrielles. Et quand on arrive à avoir, en utilisant les surplus, en faisant du séchage, pas juste avec des résistances qui grillent, mais avec des bitcoins pour faire le même chauffage ou le même séchage, on a des gains de rentabilité, mais on a aussi des leviers de financement des infrastructures. Et ça, c'est vraiment au cœur euh, pour l'industrie. Et de plus en plus, alors c'est un travail qui est long, qui est lent et qui demande pas mal d'études, mais quand même, ça avance. Et je suis assez confiant sur le fait qu'à un moment donné, les opportunités seront telles que, que, le, que le, voilà, les industries ne se permettront plus de laisser passer l'opportunité. Avant de rebondir dessus, je crois qu'Aurore, ça fait un peu de 30 minutes, donc si tu devais y aller peut-être. Oui, je vais en profiter pour vous passer une bonne soirée, pour vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications et pour prendre le relais. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc pour rebondir là-dessus, oui, donc la deuxième idée un peu phare qui est à la base de votre candidature, c'est l'utilisation de Bitcoin Hem, comment dire? Dans l'industrie de l'énergie en général. Donc tu as mentionné, la réutilisation de la chaleur, qui est un très gros sujet, qui est encore très niche, même au sein de la communauté, de Bitcoin. Mais il y a aussi autre chose que tu n'as pas mentionné, c'est la tout simplement l'efficience heu, enfin que tout simplement le minage, de Bitcoin rend les centrales électriques plus rentables, donc plus efficientes et donc aussi plus solides et donc ça permet aussi le développement de centrales à énergie renouvelable qui permettent une transition écologique plus rapide et plus efficace. Donc ça, c'est un des points sur lesquels vous avez insisté et pourtant c'est quelque chose qui paraît encore, étrange, aujourd'hui dans le paysage, heu, donc déjà on ne parle pas de bitcoin dans la politique, mais on parlerait encore moins de ça. Pourquoi est-ce que tu penses que cette utilisation de Bitcoin dans l'industrie de l'énergie peut vraiment être un argument pour que pour attirer un électorat? Est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment attirer heu, les électeurs ou est-ce que c'est juste une conviction personnelle? Et ouais, Alors, c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi bon, ce qu'on a vu maintenant au fur et à mesure sur plusieurs années, quoi. Les modèles sont plutôt limpides. Euh, Après, l'idée, c'est pas non plus d'aller chercher un électorat, c'est-à-dire on va pas essayer de séduire, on va juste montrer les opportunités qui existent avec Bitcoin et, voilà. Après, bah, ce sera suivi ou pas suivi, compris ou pas compris, accepté ou pas accepté, et puis même probablement, enfin réfuté pour d'autres. Mais l'idée c'est que il y a de tels enjeux qu'on peut pas ne pas adresser le sujet quoi. Il faut que le sujet existe et l'ambition, comme l'a dit Aurore, c'est pas avec quelques bulletins là sur une élection qu'on va changer le monde. Par contre, on a créé un framework qui est simple en fait si on veut se porter candidat et plutôt que d'essayer d'engager des électeurs, on va essayer d'engager des candidats, en fait, des gens, bah, pour poser les sujets qui nous semblent super importants et mal adressés aujourd'hui au milieu de la table, quoi, avec Bitcoin en plein milieu. Et, euh, et c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire prouver qu'on peut le faire, aider ceux qui veulent le faire et qu'aux prochaines élections,
Bitcoin soit vraiment un sujet d'économie, de sécurité, de résilience aussi énergétique, parce que c'est des moyens de financement. Hein, tout ce qu'on a décrit là, c'est aussi des moyens de financement de nouvelles infrastructures qui ne passent pas par les politiques de financement euh, voilà, centralisées, en tout cas classiques. Et je pense que c'est plutôt par la force de la communauté à vouloir ou non en fait poser ce sujet dans les débats politiques qu'on arrivera à mieux faire comprendre les enjeux autour de Bitcoin. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle «Comment le minage de Bitcoin influence-t-il le secteur de l'énergie?» donc qui essaie de décortiquer un petit peu ça, un peu plus dans le détail, en montrant des schémas et cetera, que je vous ai épinglés pour ceux que ça intéresse dans dans l'audience. Et donc c'est un sujet qui moi aussi me rend très, très bullish sur Bitcoin, mais aussi à la fois sur tout simplement l'industrie de l'énergie et sur votre campagne parce que vous mettez ce sujet-là au cœur des discussions et Bah, y a de l'énergie partout et en quantité, et il y a beaucoup de gaspillage d'énergie parce qu'on avait le pétrodollar pendant 50 ans et que du coup on avait une énergie pas chère et donc pas forcément de problème à résoudre, quoi. Mais tout change. Euh, le pétrodollar est contesté, le prix de l'énergie fait basculer l'économie des pays, euh, les ressources sont source de tensions à l'international et ça manque pas de prétexte au niveau international pour créer des tensions. Donc la situation change et, euh, et on peut plus se reposer sur le confort du pétrole pas cher. Et même l'énergie, même le nucléaire a aussi ses nouvelles problématiques. Donc c'est bien d'arriver en apportant des nouvelles idées en fait, et des nouvelles solutions, et de reposer un peu les modèles économiques, de d'adresser les surplus, d'adresser l'utilisation de la chaleur, que ce soit l'eau chaude, d'adresser l'utilisation du séchage, et de trouver des systèmes plus malins, plus efficients, plus innovants, avec un moteur économique dedans, ce qui change tout. et donc si vous veniez à être élu ou dans un avenir prochain, je sais pas, à voir un parti qui lui a du poids dans la politique française, qu'est-ce que vous feriez de cette idée? Est-ce que vous mettrez en avant l'utilisation du minage je sais pas, dans les bâtiments publics ou dans je pense, la semaine dernière, il y a c'est Marathon qui a installé une ferme de minage, à la proximité d'un village en Finlande, et qui maintenant chauffe, 11 000 maisons grâce au minage et à des data centers. Donc est-ce que vous ce serait le type de projet que vous mettrez en avant? Ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y a tu d'autres idées? Bon, je sais pas, je pense que les stratégies seront différentes en fonction des bitcoiners qui ont l'opportunité de pouvoir pousser les projets. À titre personnel, je pense que j'essaierai plutôt. Bah, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire un peu. Je pense que par la connaissance, c'est quand même la base pour résoudre de nombreux problèmes. Donc, l'idée, c'est de diffuser l'information, les moyens, faciliter en fait l'accès au minage, que ce soit technique, que ce soit, je sais pas, même économique, dans le financement ou dans la gestion des bitcoins ou dans la sécurisation, voilà, whatever. Voilà, l'idée c'est, je pense, enfin, ma stratégie, ce serait d'essayer de promouvoir tous les outils qui vont aider chacun à s'approprier le sujet et en tirer des bénéfices, en fait, pour lui-même en fonction de ses propres enjeux. C'est pas vraiment d'aller tirer une guideline en disant voilà la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller faire ça comme ça. Non, c'est plutôt de dire voilà les pelles, voilà les pioches, voilà le mode d'emploi. Je sais pas ce que vous allez construire, mais ouais, ça sert à construire des trucs, quoi. Ouais, c'est un peu complexe de donner des directives, précises. Faut aussi laisser un peu le marché et l'innovation décider et je pense qu'après le reste, se fera tout seul. Mais déjà, s'il y a un cadre réglementaire plus ouvert à ça, ça favorisera forcément l'utilisation de Bitcoin, et du minage dans cette industrie. Hem
Ensuite, troisième point que vous avez mis en avant, donc on en a rapidement parlé, tout à l'heure, c'est la protection sur internet et l'hygiène numérique. Donc on en a déjà rapidement parlé, mais je voulais quand même mentionner encore une fois le problème des monnaies numériques, de banque centrale. Donc tu avais l'air de la décrire comme une menace. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais expliquer brièvement ce que c'est, au cas où certaines personnes dans l'audience ne sauraient pas? Et quels sont les risques surtout, que cette monnaie pourrait apporter? Alors alors déjà, je pense que pas grand monde ne sait ce qui est enfin, ce qu'ils vont faire en fait, même peut-être pas eux, dans le sens où la monnaie numérique, c'est pas un projet technique, c'est un projet politique et monétaire dont on ne connaît pas la structure monétaire. C'est-à-dire que probablement que l'euro, derrière cette façade, on va garder l'euro, mais en fait, le système monétaire derrière pourra changer. Ça, c'est ce que permet les monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire que l'euro peut devenir un panier de monnaie, peut devenir une réserve différemment allouée, peut devenir une partie en stablecoin, une partie en autre chose, et gérée de manière centralisée. En fait, là-dessus, on n'a aucune information sur le projet économique de cette monnaie numérique. Ensuite, l'euro est déjà numérique. À 98%, l'euro est numérique. Les pièces et billets représentent très très peu des volumes des euros existants. Euh, et il y a tout un argumentaire sur la privacy qui est en train d'être fait en ce moment parce qu'effectivement, le principal problème, c'est le manque de privacy sur cette monnaie-là qui sera contrôlée. Et même qu'ils n'accèdent pas aux données, de toute façon, euh, ils vont accéder au comportement des gens, ils ont accédé à l'identité des gens qui font les requêtes, ils ont les comportements d'usage des gens. En fait, c'est déjà beaucoup plus d'informations sur vous que la transaction qui est dedans, en fait. Et tout ça sera exploité. Il sera exploité par des backdoors, parce que tous les États ont placé leurs backdoors sur ces systèmes-là, mais il sera aussi exploité juste par des opérateurs. Il sera aujourd'hui, comme j'ai dit un petit peu avant, voilà, il y a 80% de la population qui est d'identité sur le dark web parce que c'est des leaks de ces mêmes infrastructures institutionnelles qui ont fait fuiter les données, quoi. Des infrastructures de monnaie de banque centrale européenne ne sont ni souveraines ni résilientes. Effectivement, aujourd'hui ou hier, il y a eu l'exemple de la Fed qui se fait hacker avec succès. Euh, Centraliser ça, c'est vraiment nous mettre en danger. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va être utilisé l'historique de ce qu'on achète ou comment est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai l'habitude d'aller voir un tel, est-ce que voilà. En fait, avec l'usage de la monnaie, on peut tout tracer de l'individu. Euh, et en plus, ça va être monitoré, scoré sous des conditions qui sont aujourd'hui sans garde-fou. C'est-à-dire que si demain, ils veulent limiter vos dépenses en fonction de votre score de CO2 ou whatever, ils ont carte blanche. C'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau pouvoir qui est posé sans débat. Il n'y a eu aucun débat public là-dessus. Et en plus, avec des nouveaux pouvoirs qui sont extrêmement critiques pour notre sécurité, pour notre privacy, mais sans aucun garde-fou. C'est-à-dire roue libre, carte blanche, allez-y, faites ce que vous voulez avec. Donc, et personne pour leur opposer quoi que ce soit. Donc évidemment, ça pose problème. En plus de ça, les monnaies numériques de banque centrale, les textes de MiCA et les textes d'application des lois qui vont permettre la mise en œuvre de ces monnaies numériques de banque centrale, ils sont écrits par les banques. Alors les banques, ils ont un rôle en plus assez ambigu, parce que c'est pas leur avantage, clairement. Mais pour autant, c'est elles qui écrivent les lois. Donc en fait, le compromis qui semble s'être trouvé, c'est qu'ils auront le droit de faire de la tokenisation. Et là, il y a d'autres enjeux qui arrivent, c'est-à-dire que des phénomènes comme les subprimes, donc de la collatéralisation de collatéral, de crédit qui sont jamais remboursés en fait, jusqu'au moment où ça s'effondre, et ces mécanismes-là vont toucher, vont contaminer les monnaies de banque centrale. Et, euh, et je ne sais pas en fait quelle, quelle sorte de mécanismes vont pouvoir nous protéger de ça, parce que du coup, il y a une communication qui est vraiment super vague et super floue. Euh, et je pense qu'ils n'ont pas les réponses à ces questions, en fait. Je pense que les négociations qu'ils font pour forcer l'usage, parce que maintenant ils sont engagés trop loin pour ne pas le faire, les obligent à des compromis qui vont être encore pires que les schémas initiaux. Voilà, donc
les monnaies de banque centrale, donc une banque centrale qui va du coup émettre la monnaie et après déléguer des droits sur la monnaie, mais en gardant la gestion des règles. Donc ce sera plus des accords commerciaux en fait, mais ça va être des conditions politiques d'usage de nos fonds. Ça va vraiment avoir des impacts colossaux. Et il faut se rendre résilient à ça parce que on avait déjà à chaque fois échoué, enfin la monnaie a toujours échoué à se séparer de l'État. Mais alors là, il n'y a même plus de tentative, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement fusionné. C'est plus une politique monétaire, c'est une politique. Et donc, on va s'exposer à des risques qui sont tous les risques et dérives des politiques sur quelque chose d'assez précieux, crucial et indispensable pour l'accès à tous les services, qui est la monnaie, quoi. Et même dans nos relations entre parties, même de pair à pair, il faut qu'on ait confiance dans le système d'échange qu'on a entre nous, quoi. Et c'est pour ça que Bitcoin va être indispensable, c'est parce que c'est le garde-fou que ne permet pas l'État et que ne veut pas offrir l'État, bah on l'a. Et donc on a au moins ça, si ça dérape, et ça dérapera, parce que les leaks, bah, ils arrivent, ils sont là, ils sont tout le temps là, parce que les exploitations détournées des procédés mis en œuvre par les politiques, ils sont aussi tous récurrents. Et je vois pas ce qui ferait que ce serait différent sur ce sujet-là, quoi. Voilà. Pour faire, désolé, c'était un petit peu long, mais Non, mais c'est super intéressant, tes réponses. C'est très construit, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'apprécie. Et donc, ce que tu as bien mis en avant, en fait, c'est que dans la politique monétaire, on n'a pas vraiment notre mot à dire en tant que citoyen. Donc, on vote pour des personnes qui vont choisir pour nous la politique du pays, mais derrière, il y a tout le pouvoir monétaire qui n'est pas choisi par nous. Et donc, cette monnaie numérique de banque centrale, probablement que la majorité de la population ne sait même pas que ça existe, ne sait même pas que c'est en cours. Et pourtant, ils sont quand même en train de travailler et dépenser des millions d'euros de l'argent public dans ce projet-là. Alors que sûrement, si on éduquait les gens sur ce sujet, potentiellement, tout le monde le refuserait. Et donc ça, c'est le problème principal donc que tu as développé. Et maintenant la complexité, c'est, en tant que citoyen ou même en tant que, candidat à une, à une élection, heu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour essayer de contrer ça? Est-ce qu'on a un levier? Est-ce que, Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce qui est en nos moyens aujourd'hui, en tant que moi, Marius, bon, bah, j'ai peut-être une audience avec Cryptos, grâce à Cryptos, mais pour une personne qui, est juste un bitcoiner et qui t'écoute, par curiosité, qu'est-ce que lui pourrait faire? Ou qu'est-ce que vous pourriez faire en tant qu'élu? 2 questions en un, du coup. je pense que c'est c'est relayé, quoi. C'est ce que font c'est ce que font les nœuds de Bitcoin. C'est on relaie l'application de règles qu'on choisit par-dessus un consensus qui est celui de Bitcoin. Je pense que il faut relayer l'information parce que ça va être notre valeur en fait, ça va être de connaître les moyens permis par Bitcoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est de parler de la monnaie, de l'hygiène numérique, de la sécurité numérique, et de parler bon, on a parlé un petit peu de l'énergie, mais ça c'est plus complexe. Et si on ne sait pas en parler, ou si, eh ben, c'est de continuer à être curieux sur ces sujets-là et à se former. Et donc avec une audience, eh ben, c'est d'inciter les gens à se renseigner sur ces sujets-là, parce que naturellement ils arrivent, enfin, et Bitcoin, c'est quand même un super angle déjà pour comprendre, et puis une fois qu'on a compris, pour se protéger et être résilient par soi-même, euh, d'être résilient numériquement, d'être résilient monétairement, et d'être résilient sur des aspects qui vont être très très en dérive probablement dans les années à venir. Donc voilà. Donc c'est de diffuser l'information, quoi. Et c'est aussi l'objet de notre candidature, hein, c'est qu'on en parle. Je pense, on ne sera pas élu avec 4-5 bulletins, mais par contre, on aura posé un sujet, on en aura fait parler, et c'est ça l'objectif, quoi.
Ouais, bien sûr, c'est un peu aussi, ce à quoi moi je me tâche ou, à quoi je m'oblige par mes articles ou par les lives que je fais. C'est à chaque fois essayer de planter une petite graine et essayer que, bah, si ça prend dans une personne, et que ça prend 10 ans, bah, ce sera déjà ça, ce sera déjà, un petit plus. Donc là, clairement, avec le bruit que vous faites, je pense que ça va planter un peu plus d'une seule et donc voilà, l'émission fait déjà presque enfin, on va arriver à peu près à 1 heure bientôt. Donc ça va se terminer dans les, prochaines minutes. Mais, tout dépend de vous, l'audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même à demander la parole, pour, les poser directement de vive voix à Nicolas. Et j'ai encore, 2 petites questions pour toi, Nicolas. Qu'est-ce que quelqu'un dans l'audience là pourrait faire directement pour ta candidature? Je sais pas, est-ce que, ou même quelqu'un qui vient de l'Isère, est-ce que vous avez besoin d'aide, pour, je sais pas, pour faire une Oui, campagne ou autre chose? Vas-y. oui. Alors on a besoin d'aide sur plein de trucs, parce qu'on fait ça en plus de notre... Bon, comme Aurore l'a dit, hein, c'est pas planifié, et puis Aurore a ses activités, on a tous nos activités aussi. Euh, Coller les affiches, voilà, il faut se déplacer partout, et bon, on va faire ce qu'on peut, et on choisit des endroits, mais plus il y a de bras pour nous aider, bah, plus il y aura d'affiches Bitcoin collées au milieu des candidats. Distribuer les bulletins dans les bureaux de vote. Euh, Même chose, quand les gens vont se présenter au bureau de vote, ils auront devant eux des bulletins. Bah là, il y aura des bulletins Bitcoin dans la proposition politique en France, en tout cas en Isère, et donc dans dans le 8e, la 8e circonscription. Et puis aussi, bah, ce qu'ils peuvent faire pour ceux qui sont pas dans l'Isère et qui peuvent pas bah, aider voilà, à la logistique, on va dire, de l'élection, c'est si jamais l'initiative leur plaît, bah, de venir vers nous parce que le mode opératoire pour le refaire à d'autres occasions, sur d'autres élections eux-mêmes, là où ils sont, etc., il est très simple. Et comme bah, voilà, Aurore a défriché le chemin, maintenant je pense que c'est réplicable. Et ceux qui sont intéressés pour le faire peuvent commencer dès maintenant à venir se renseigner sur, voilà, sur comment on imprime les bulletins, quelles sont les conditions, à quoi ça doit ressembler, la déclaration de foi, hein, c'est-à-dire ce qu'on a mis sur notre page Plan B 2024 avec évidemment le programme que tu as cité. Bah, ça aussi, il y a des conditions pour le faire. Donc, bah, c'est de le faire. S'organiser aussi à l'avance sur, bah, par exemple, c'est très cher d'imprimer autant de bulletins qu'il y aurait des lecteurs. Euh, et c'est pas remboursé, sauf passer certains seuils de vote. Et puis en plus, en France, on n'a pas le bulletin unique. Là, c'est un bulletin imprimé une fois avec tous les candidats, puis on coche celui qu'on veut. Non, c'est à tous les partis d'imprimer tous les billets, donc en fait tous les bulletins. Donc il n'y a que les plus gros partis qui peuvent se payer des bulletins partout. Sinon, on demande de les télécharger en ligne, etc. Mais bien sûr, on en perd les trois quarts dans la manip. Euh, du coup, bah, c'est de voir comment ensemble on peut mutualiser certains coûts en fait entre régions, certains coûts et certaines compétences, hein, parce qu'il faut voilà, il faut un suppléant, au minimum il faut être trois personnes. Donc il faut arriver à réunir trois personnes quand on veut être candidat. Donc là aussi, ça peut s'organiser. Il faut que seulement la personne sur place dans sa circonscription, celle qui se présente doit être de la circonscription, mais pas nécessairement les autres. Donc on peut, voilà, on peut s'organiser. Et puis il y en a qui vont peut-être pas forcément être tête d'affiche ou garder leur privacy, mais quand même participer à cette aventure. Donc ils peuvent prendre d'autres rôles. Voilà, tout ça, c'est des choses qui se discutent pour ceux qui sont intéressés par l'initiative. Mais on est aussi, enfin, très très attentif au retour qu'il y a sur ce qu'on expérimente aussi, hein. Euh, Parce qu'on fait ça, voilà, on improvise, puis on découvre les process en même temps qu'on le fait, donc on veut pas non plus faire d'erreur, on veut pas mettre à porte-à-faux la communauté. C'est pour ça qu'on essaye de pas prendre parti, sauf sur les choses qui font vraiment consensus et qui expliquent Bitcoin tel qu'il est. Euh, et, euh, mais bon, on a besoin de retour aussi. Voilà. Très bien, bah, merci. J'espère que,
des personnes dans l'audience, se reconnaîtront, que ce soit là maintenant en live ou, dans les replays sur Spotify, YouTube et les autres plateformes, Deezer pour pas faire de pas faire de pub. Donc, si vous êtes dans la 8e circonscription de l'Isère, peut-être pensez à imprimer vous-même votre bulletin en vous rendant sur, planb2024.info et voilà, j'ai pas fait d'erreur, c'est bon? C'est tout bon, Super. c'est tout bon. Et donc dernière question avant de clôturer. Peut-être juste, tout simplement répondre au titre, de ce space. Au final, pourquoi voter orange plutôt que blanc? Je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et c'était le titre. Ouais, nous on se positionne plutôt sur le sur le vote abstentionniste ou blanc, bah, parce qu'effectivement on n'est pas d'étiquette politique, donc on ne va pas se positionner sur les partis et sur la proposition des partis. On se positionne sur la proposition de ceux qui veulent se rendre résilients par eux-mêmes face aux politiques, mais faire exister cette offre politique quand même dans les options voilà, qui existent en France. Et donc, pourquoi voter orange plutôt que blanc? Eh ben, c'est pour pouvoir se donner les moyens d'appliquer sa politique de résilience numérique, énergétique et puis monétaire par soi-même en découvrant Bitcoin. Voilà. Donc, pourquoi voter orange? Eh ben, pour soi. Super, et ben c'est un très bon résumé. Donc je vois qu'il y a pas forcément de questions de l'audience. Donc dernier mot, demain je pense qu'on va sortir un article pour résumer un petit peu tout ça et essayer de faire un article qui pourra être lu par les personnes même en dehors de Bitcoin, en dehors de la communauté de cryptos ou quoi, qui pourront le trouver sur internet, pour résumer un petit peu le tout un peu plus enfin détailler un peu plus en reprenant vos, heu, vos réponses, enfin les réponses que vous nous avez données ce soir, toi et Aurore. Et donc en attendant, si vous voulez discuter enfin la communauté veut discuter, encore une fois, rendez-vous sur Discord en écrivant le mot de passe UTXO dans n'importe quel chan. Ça vous donnera accès à un chan, privé, dédié à l'émission et puis les rediffusions sur YouTube, il y a tous les liens et cetera. Voilà, je crois ne rien avoir oublié. Bah, merci à tous. Merci Nicolas. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'autre, est-ce qu'on a tout abordé ou Voter pour Aurore. Voilà. Voilà, Aurore 2024 et voilà, faites passer le message. Bonne soirée à tous Parfait. Bonne et soirée tout merci le monde. encore, Nicolas pour être, venu. Merci à toi.